Bonjour, nous sommes le jeudi 3 octobre 2019. J'ai commencé à parler de Donald Trump sur mon blog au tout début de la campagne des primaires du Parti républicain qui conduirait aux élections qui ont vu la nomination de monsieur Trump. Et ce qui attirait l'attention à ce moment-là, c'est qu'un outsider, quelqu'un qui n'avait absolument pas sa place dans la course, se présentait et commençait à caracoler en tête de manière tout à fait remarquable. C'est monsieur Michael Moore qui, hier ou avant-hier, dans une interview, a mis le doigt sur ce qui se passait à ce moment-là, à partir de sa connaissance qu'il a de la région de Flint, Michigan, qui est son pays natal, qui est le grand pays de l'industrie automobile à l'époque où ça se passait aux États-Unis, et qui a dit qu'il apparaissait comme un sauveur. Voilà quelqu'un qui parlait à ses ouvriers sans emploi, qui avait à toute une région dévastée de Michigan, où jamais il n'y a eu de réindustrialisation, ni même de retour de services en quantité suffisante. Et il apparaissait comme un sauveur. Voilà quelqu'un qui allait donner un coup de pied dans la fourmilière, voilà quelqu'un qui allait changer les choses, et c'est ça que ces personnes voulaient entendre. Alors, Michael Moore, dans son interview, insistait sur le fait que malheureusement, les gens qui ont cru en Trump ont eu l'occasion de déchanter, de voir à qui ils avaient affaire. Hier soir, avant d'aller me dormir, je me suis convaincu d'une chose, ça m'est apparu évidente, c'est que ces comptes rendus que je vous ai fait au jour le jour, je les ai mis en forme, je les mets les uns après les autres, je fais une introduction à chacun des chapitres pour situer bien où nous sommes, je mets tout ça en contexte, comme j'avais fait d'ailleurs avec les articles qui est paru dans Le Monde, dans l'Écho, dans Trends Tendance, et qui avait été réuni dans un volume qui s'appelait Se débarrasser du capitalisme est une question de survie, où j'avais classé ça par chapitre, où j'avais fait des chapeaux au chapitre. Et il m'était apparu assez rapidement que je dépassais le volume pour un livre normal, et j'ai commencé à créer une série de tomes. Le premier tome va paraître. Il est dans les tuyaux depuis pas mal de temps, et ça je ne vais pas le cacher, c'est parce que j'ai eu des discussions qui n'ont abouti à rien avec une demi-douzaine d'éditeurs français qui m'ont tous dit d'une manière ou d'une autre qu'un livre sur Trump ça ne se vendrait pas. Alors on va voir. À ce moment-là, je me suis tourné vers mon ami Louis Weber des éditions du Croquant, qui avait publié certains de mes livres et qui avait surtout aussi republié, fait de nouveaux tirages de mes livres qui étaient épuisés, et on s'est dit bon, on va faire ça ensemble. C'est une plus petite maison d'édition que celle avec laquelle j'ai eu l'occasion de parler. Mais on va voir si ça n'intéresse vraiment personne en France quand on parle de Trump. Hier soir, j'ai eu la conviction que le quatrième tome auquel je travaille, qui serait le dernier. Pourquoi ? Parce que monsieur Trump est quelqu'un qui a un trait de caractère tout à fait particulier, dont j'ai déjà parlé. J'en ai fait le point central de la préface donc, à ce premier volume, que vous allez voir bientôt. Préface qui a dû être écrite il y a 1 an et demi ou quelque chose comme ça, et qui utilisait des informations qui viennent d'un livre qui s'intéresse beaucoup à l'enfance et à l'adolescence de M. Trump. Et il y a ce trait de caractère dont je vous ai reparlé récemment, le fait qu'il, déjà enfant, déjà adolescent, il n'a jamais reconnu s'être trompé, et que dans la difficulté, mis devant les faits, il a toujours nié, a prétendu que c'était les faits qui avaient tort, et n'a jamais reconnu son erreur. Il y a une fameuse anecdote avec des gosses, ils doivent être, je sais pas, ils ont 12-13 ans, je ne sais quoi, et où il discute du nom d'un lutteur et d'un catcheur, et Trump se trompe manifestement, et tout le monde lui dit non, il s'appelle autrement, et lui maintient mordicus, au point qu'il s'en va, et que ses copains qui en parlent
Maintenant, beaucoup plus tard, disons, on a encore rigolé une demi-heure de son incapacité à reconnaître le fait qu'il avait tort. Euh, c'est ça, c'est ça le trait qui un jour ou l'autre allait le faire tomber. C'est pour ça que j'ai appelé ce manuscrit, voilà, je sais pas, c'était il y a 1 an et demi, 2 ans peut-être. Déjà, je l'appelais tout de suite la chute de la météorite Trump. Il était clair que ça allait tomber. Les gens qui vous disent il aura un second mandat, il sera là encore dans 10 ans. Non, c'est que vous n'avez jamais lu ce qu'il a écrit, vous n'avez jamais écouté ce qu'il a dit. C'était ce qui me vient, c'est des trucs en anglais. Collision course, un truc qui, voilà, il était sur une trajectoire qui déboucherait sur une collision. Cette incapacité à reconnaître qu'il a tort, qu'il s'est trompé, on ne peut pas dire que le monde entier a tort contre vous, oui, a tort contre vous, ça va pas. Ça, c'est le fou qui fait ça, le fou, la folle. Or, c'est ça qui fait. Et ces jours derniers en particulier, il se trouve devant un système qui est la Constitution, qui est les lois, qui est la manière dont on est président, et lui, il fait ce qu'il veut, et quand ça marche pas, eh bien, c'est parce que tout ce système lui en veut. C'est une conspiration, voilà, c'est le deep state, ce sont dans l'ombre, il y a une armée dans l'ombre qui veut sa peau. Non, Monsieur Trump, il y a des lois, quand vous les enfreignez, c'est pour tout le monde, voilà. Mais pour un type qui ne reconnaîtra jamais qu'il a tort, qui termine l'entretien hier avec le président finnois en disant parce que j'ai raison, tout ça s'explique par le fait que moi j'ai raison, il a raison. Et quand il y a un conflit entre le monde entier et lui, eh bien c'est que c'est le monde entier qui se trompe et qui devrait changer. Alors voilà, les limites à ça, c'est qu'un jour on dit que vous êtes fou, ou alors quand vous êtes président, on dit non, on va vous démettre. Il y a quelque chose là en dehors qui s'appelle le monde, et ce truc-là, c'est lui qui a raison quand il y a un conflit. C'est pas vous. Et le fait que vous vous excusiez pas, que vous reconnaissiez jamais vos torts. Un jour ou l'autre, voilà, ça vous rendra pas service. Et c'est ça qui est en train de se passer. Il essaie d'allumer des contre-feux et il y a des gens qui l'aident. Monsieur Muller, dans son rapport de 400 pages, les 200 premières pages, c'est pour expliquer que les ingérences russes dans la campagne électorale. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire si on veut, allumer un contre-feu devant l'information que les Russes ont aidé M. Trump dans sa campagne électorale? Allumer un contre-feu, c'est dire que certains ennemis des Russes ont aidé Mme Hillary Clinton, l'autre candidate, dans sa campagne. Alors, quels sont les grands adversaires des Russes? Bien sûr, ce sont les Ukrainiens. Donc, on va essayer de trouver quelque chose prouvant que les Ukrainiens étaient eux du côté de Mme Clinton et que le véritable scandale se trouve là. C'est un peu facile évidemment d'appeler ça simplement une thèse complotiste, c'est manifestement un contre-feu. La presse maintenant va un peu fouiller pour essayer de voir s'il n'y a pas quand même quelque chose de ce type-là. Et on trouve effectivement qu'il y avait en Ukraine, il y avait un certain nombre de fans de Madame Hillary Clinton, comme il y avait des fans de Trump certainement, et que ces gens se discutaient entre eux, et qu'en particulier, une personne liée à ce groupe a fait quelque chose, on l'a trouvé pour lui, qu'on lui a donné, un petit carnet qui prouvait les activités de M. Manafort en Ukraine, qui montrait en particulier qu'il avait reçu des sommes tout à fait considérables de M. Yanukovych, l'ancien président pro-russe d'Ukraine. Et à cette époque-là, M. Manafort a essayé déjà d'allumer un contre-feu en disant non, c'est parce qu'on veut ma peau, etc. Et c'est du côté des démocrates et ainsi de suite. Donc il y a quelque chose. De la même manière que quand M. Trump dit que M. Biden est impliqué d'une certaine manière pour essayer de protéger son fils, en Ukraine pour les affaires qu'il a faites, il y a un petit quelque chose.
Malheureusement pour M. Trump et ses alliés, une fois qu'on fait un petit peu l'enquête, il y a quelque chose à propos de M. Biden et son fils qui n'aurait pas dû essayer de gagner de l'argent comme ça en Ukraine. J'en ai déjà parlé. Il y a aussi quelque chose du côté du fait qu'il y avait des gens qui étaient sympathisants de Mme Hillary Clinton en Ukraine à une époque, mais ça n'a pas la puissance possible pour faire véritablement des contre-feux par rapport à ce qu'on a vu. Les jetons de présence du fils de Hunter Biden, le fils de M. Joe Biden, ce n'est pas l'équivalent de M. Trump allant au téléphone et faisant pression avec des méthodes de mafieux sur le président de l'Ukraine. De même pour ce qu'ont fait les amis de Mme Clinton en Ukraine, ce n'est pas la hauteur de ce qu'a fait M. Manafort en étant le conseiller de M. Yanukovych. Voilà où on en est. Les choses vont encore aller très très vite sur les sites de presse américains. Ce sont maintenant des écrans déroulants. On vous ajoute des choses au fur et à mesure. Ce matin, une information de savoir maintenant ce qu'on essaie de savoir, c'est qui était véritablement de mèche avec Trump, qui a vraiment marché dans sa combine. Et là, il est clair qu'il y a M. William Barr, le ministre de la Justice, et il est clair qu'il y a aussi M. Mike Pompeo, le ministre des Affaires étrangères, le State Secretary. Une question s'est posée tout de suite pour M. Mike Pence, le vice-président. Est-ce que lui aussi était véritablement de mèche avec Trump parce qu'il a fait des choses où il était impliqué d'une manière ou d'une autre. Ses conseillers, dans les informations qu'on a récemment, montrent qu'il était manipulé essentiellement, qu'il ne savait pas qu'on le mettait là, à tel endroit pour obtenir ça, qu'il faisait partie du plan effectivement, mais que c'était à son corps défendant sans être informé. C'est possible, hein, ce monsieur n'est jamais apparu comme une lumière et M. Trump n'a jamais été peut-être convaincu qu'il pouvait vraiment en faire un allié, d'en faire un lieutenant comme il a pu le faire avec Mike Pompeo, avec Rudy Giuliani, Rudolph Giuliani, son avocat, et avec William Barr, son ministre de la Justice. Je continue de vous informer dans le cadre de ma conviction que le volume que je suis en train d'écrire, ce sera probablement le dernier. Je peux me tromper, tout le monde peut se tromper, y compris moi, je ne suis pas M. Trump, je ne suis pas le gars qui vous dit j'ai raison par définition parce que c'est comme ça et si les choses se passent autrement que je l'ai dit, c'est parce que le monde commence à se tromper. Je ne vous dis pas ça, j'ai peut-être tort, mais c'est mon sentiment qu'on est dans une affaire qui est en train de se dénouer et qui se dénoue assez rapidement parce que, bien sûr, les gens dont on peut imaginer qu'ils ont été impliqués d'une manière ou d'une autre avec Trump commencent à se défendre, ils commencent à prendre des avocats, ils commencent à expliquer qu'ils n'étaient pas véritablement de mèche, comme c'est le cas de l'entourage de M. Mike Pence en ce moment, et les choses du coup peuvent aller très très vite. Allez, à bientôt.